Dans les années 2000, il y a des policiers, des vrais policiers de la vraie vie, qui ont ouvert un faux kebab dans lequel ils ont servi des vrais sandwichs pendant 6 mois. C'est chelou, des flics qui servent des kebabs. Pourquoi ils ont fait ça? Vous avez envie de savoir? On va vous expliquer. Mais pour que tout ça fasse sens, il va falloir qu'on revienne loin en arrière. Il va falloir qu'on vous raconte l'histoire du kebab, une histoire qui a secoué un pays entier, une histoire avec des meurtres, des attentats, des grosses saucisses et des méchants machiavéliques dignes d'un film de James Bond. Et vous allez voir que derrière un simple sandwich se cache parfois une véritable guerre. Quelqu'un ment l'invention compliquée du kebab. En 1971, Mehmet Aygun, un émigré turc qui vit à Berlin, il donne un petit coup de main dans le resto de son oncle. Dans l'après-midi, Mehmet, il a un petit peu faim et il décide de se faire un petit frishti. Alors il va dans la cuisine, il ouvre un peu tous les placards et il commence à se faire un sandwich avec ce qui traîne. Et ça tombe bien, Mehmet, il est dans un restaurant, donc il a quand même de quoi bien s'amuser. Il se coupe quelques tranches de viande de mouton qui tournaient sur une broche dans un coin, récupère un petit peu de salade et d'oignons oubliés, et pour accompagner tout ça, il se traficote une petite sauce avec du yaourt et un peu d'ail. Mais là, il y a le tonton qui passe, et le tonton il lui dit d'abord de se bouger le cul, parce qu'ils ont quand même pas que ça à faire, et ensuite qu'il a intérêt à nettoyer tout ce qu'il aura sali, parce que c'est quand même pas lui qui va se taper la vaisselle. Alors, pour pas perdre de temps, et surtout pour pas faire la vaisselle, Mehmet il attrape un pain pita qui traîne, et il fourre tout son bazar à l'intérieur. La viande, les légumes, la sauce, il croque, la sauce coule un peu sur ses doigts, dans sa bouche tous les ingrédients se mélangent, et là... c'est la révélation. C'est le meilleur truc qu'il a mangé de sa vie. Une tuerie. Mehmet Aygun vient d'inventer le kebab. Sauf que c'est probablement faux, parce qu'apparemment, il y aurait aussi un autre type qui aurait inventé le kebab, Kadir Nurman. Lui aussi, il est turc, lui aussi, il vit en Allemagne, et en 1972, il aurait ouvert un petit snack à Berlin-Ouest. Comme il était à côté d'une station de métro et que ses clients mangeaient toujours sur le pouce en attendant leur train, il a eu l'idée de leur proposer un sandwich à emporter. C'est que les Allemands, ils mangent beaucoup en marchant, ils ont toute une tradition de street food à base de pain rempli avec tout et n'importe quoi. Surtout des grosses saucisses. Wurst. Oui, surtout des grosses saucisses. Et Kadir Nurman, ça, il l'a remarqué et il s'est dit en fait, pourquoi je ferais pas ma version de ce genre de petit casse-croûte, mais où je remplacerais les grosses saucisses cheloues par des spécialités turques. Alors, vous connaissez la recette, il a mis de la salade, des oignons et de la viande cuite à la broche dans un joli petit pain pita, et paf, lui aussi, il avait inventé le kebab. Et du coup, ça nous fait 2 inventeurs du kebab, donc logiquement, il y en a forcément un qui ment. Mais qui a raison, qui a tort? En fait, on sait pas trop. L'association des fabricants turcs de kebab, elle a l'air de croire la version de Kadir Nurman, puisqu'elle a officiellement nommé Kadir Nurman inventeur officiel du kebab. Mais en fait, ils ont pas trop argumenté pourquoi lui et pas l'autre. Et en plus, catastrophe, depuis, un 3e inventeur s'est fait connaître, Nevzat Salim, un immigré turc qui dit qu'il aurait lui aussi inventé le kebab avec son père, mais en 1969 vers Stuttgart. Ich bin sicher, dass ich Erste bin, den Döner nach Deutschland gebracht hat. Alors, qui ment? Qui a inventé le kebab? Et pourquoi les pizzas sont rondes, les boîtes carrées et les parts triangulaires? La réponse aux 2 premières questions, tout de suite. En fait, l'hypothèse la plus probable, c'est que tout le monde ait un peu raison et un peu tort. En tout cas, c'est ce que pense le sociologue Eberhard Seidel, qui s'est beaucoup penché sur la question. Il expliquait en 2022 à Libération, cette querelle est ridicule. Le kebab, c'est l'invention de toute une génération. Parce que oui, en fait, si on y réfléchit, quand on pense kebab, normalement, on pense d'abord à la manière de cuire la viande. Vous savez, les énormes piles de viande qui cuisent lentement à la broche en dégoulinant de graisse. Mais ça, c'est un mode de cuisson qui remonte à la nuit des temps. On trouve quand même des archives du 15e siècle où Bertrandon de la Broquière, écuyer du duc de Bourgogne envoyé en Turquie, raconte qu'on lui aurait fait manger, je cite, de la viande que nous tranchions en la rôtissant à la broche. Et oui, au Moyen-Âge, l'écuyer du duc de Bourgogne s'est fait son petit kebab, mais l'histoire raconte pas s'il a pris sauce blanche ou samouraï. En fait, le kebab, c'est tout simplement une spécialité culinaire turque qui a évolué avec les années. Au XVIIIe siècle, les broches ont été redressées et mises à la verticale pour mieux s'imprégner des graisses à la cuisson. Et au XXe siècle, les immigrés turcs en Allemagne, ils ont eu l'idée de le vendre dans du pain pita pour correspondre à l'habitude des Allemands de manger sur le pouce et parfois en marchant. Et c'est tout à fait possible que plusieurs types aient eu la même idée en fait. On parle juste de mettre de la viande dans du pain dans un pays où, à
tous les coins de rue, on te vend des saucisses dans des petits pains. Ça paraît quand même pas improbable que ça ait fait tilt à plusieurs personnes en même temps. Au fond, le plus important dans l'histoire du kebab tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sous forme de sandwich, eh bien, c'est que c'est une invention qui a été faite par des immigrés et une invention qui va avoir un succès fulgurant. Juste pour vous donner une idée, en 2024 en Allemagne, terre de naissance du kebab, on estimait à 1,3 milliard le nombre de kebabs consommés annuellement. C'est gigantesque et ça ramène évidemment plein d'argent. On parle tout simplement d'un chiffre de vente qui s'élève à 7 milliards d'euros par an. Donc si on résume, on a une incroyable success story, avec un sandwich trop bon, qui permet à plein de commerces de tourner et donc de faire bosser plein de gens, et qui en plus ramène masse de thunes. Et là on se dit, tout le monde devrait être content. Sauf que non, ça a énervé plein de cons et surtout les nazis. Encore eux. Partie 2, le kebab bat le capitalisme. Alors attention, quand on dit nazi, c'est pas un truc en mode tous les Allemands sont des nazis. On parle de vrais nazis, avec des croix gammées, des petites moustaches et tout. Mais des nazis d'après la guerre. En fait, il faut comprendre qu'en 1960, l'Allemagne de l'Ouest elle a fait venir un grand nombre d'immigrés turcs en renfort dans les usines du pays qui manquaient de main-d'œuvre. Ben oui, à cette époque, la santé économique de cette partie de l'Allemagne, elle était florissante. On parlait même de miracle économique, tellement c'était impressionnant. Du coup, il fallait du monde pour aider à faire tourner les usines, et le gouvernement allemand, il a fait venir plein de gens, notamment des immigrés turcs. Mais au début des années 70, le miracle économique allemand, il commence à bien se casser la gueule. Les politiques monétaires internationales sont plus aussi favorables qu'avant, et de nouveaux pays comme le Japon font concurrence. En plus, il y a une crise pétrolière, bref, c'est la cata. Et là, paf, du jour au lendemain, le gouvernement allemand, il est dans le caca. Et là, d'un coup, il veut plus du tout en entendre parler des travailleurs migrants qu'il a fait venir pendant 10 ans. Les immigrés, c'était bien quand c'était de la main-d'œuvre pas chère. Mais dès qu'ils se font licencier et qu'ils font gonfler les chiffres du chômage, là, c'est pas bon pour les sondages et les politiciens, ça les intéresse, mais alors, beaucoup moins. En 1973, une loi passe pour que plus aucun immigré ne puisse conserver son permis de séjour s'il n'a pas de contrat de travail. Je rappelle qu'on est en pleine crise, et qu'évidemment plein d'immigrés se retrouvent au chômage à cause des fermetures d'usines. Ces gens, ils viennent de perdre leur taf, et maintenant, on veut les expulser. C'est pas très gentil, c'est même très méchant, mais en fait, comme l'explique l'économiste Louis Gilles, à cette époque, le gouvernement allemand, il utilise ces expulsions pour cacher la faillite de son modèle économique. En gros, le gouvernement il utilise les expulsions de travailleurs immigrés pour réduire artificiellement le nombre de demandeurs d'emploi et faire croire que le pays est toujours en bonne santé économique. Eh oui, big brain. Si t'expulses les chômeurs, t'as plus de chômage. Donnez surtout pas l'idée à Macron, sinon dans 2 semaines, France Travail, c'est juste une énorme catapulte qui envoie tous les chômeurs sur la Lune. Bon, du coup, la vie au début des années 70, elle devient très compliquée, voire impossible pour la communauté turque. Mais le gouvernement allemand, il avait sous-estimé un truc, le kebab. Exact, vous vous rappelez de notre Dream Team? Mehmet Aygun, Kadir Nurman et Nevzat Salim, les 3 inventeurs du kebab, les Avengers de la sauce blanche comme personne ne les appelle. On sait toujours pas lequel d'entre eux dit la vérité, mais ce qui est sûr, c'est qu'au début des années 70, au moment où tout part en couille pour la communauté turque, eux, ils s'en sortent très bien. Ils vendent plein de kebabs et ça marche très fort. Et cet incroyable succès, ça va donner des idées à d'autres. Parce que le gouvernement allemand, il avait pas dit qu'il expulsait les immigrés. Attention, pas du tout. Ils avaient dit qu'ils expulsaient les immigrés sans permis de travail. Alors, pour rester un travail, ils n'avaient plus qu'à s'en inventer un. Et c'est exactement ce que vont faire plein de membres de la communauté turque. Les usines ne veulent plus les employer, pas de problème. Ils vont investir à plusieurs dans des locaux pas trop chers, s'acheter une petite broche à kebab et lancer leur business. Exact. Presque du jour au lendemain, il se met à y avoir des kebabs de partout et de plus en plus de membres de la communauté turque qui travaillent. Sacré bon plan, puisque ça leur permet à la fois de gagner de l'argent, de conserver un emploi et donc aussi d'éviter de perdre leur titre de séjour. Comme l'explique le sociologue Eberhard Seidel, à cette époque, ouvrir son kebab, c'était une question de survie. C'était un symbole de résistance, une manière de s'émanciper. Ce kebab voulait dire « nous restons ici ». Et ça marche de fou. Déjà, c'est super bon. Mais en plus, avec la crise économique, de plus en plus de gens se tournent vers la street food parce que c'est pas cher. Et les kebabs deviennent un phénomène dans toute la société allemande. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. On a une communauté de travailleurs immigrés avec très peu de droits et presque aucune marge de manœuvre. Ces gens, ils sont confrontés à un gouvernement qui triche et qui veut les expulser très ouvertement pour truquer les chiffres du chômage. En gros,
tout est fait pour leur mettre des bâtons dans les roues, et pourtant, ils vont complètement retourner le game à leur avantage. C'est simple, à cette période, les immigrés turcs en Allemagne, ils vont créer 100 000 emplois en une décennie, quasi tous dans l'industrie du kebab. Le gouvernement allemand, il peut rien y faire. Il voulait que les gens aient un travail, ces gens ont un travail. Désormais, l'État allemand doit assumer que la crise économique n'a rien à voir avec les travailleurs immigrés, mais avec des choix politiques idiots. Les politiciens ont voulu faire les malins, le sandwich kebab les a vaincus. Partie 3, les nazis contre la choucroute communiste. On a quand même appelé cette partie comme ça. Et on en est fiers. Et on aimerait bien que ça s'arrête là. Une belle histoire, une success story, et c'est tout. Mais c'est malheureusement là qu'arrivent nos nazis, avec leurs moustaches en brosse et leurs croix gammées. Malgré ce que beaucoup de gens croient, après la Seconde Guerre mondiale, les anciens nazis ou partisans du régime nazi, ils n'ont pas franchement disparu en Europe. Très peu d'entre eux ont été inquiétés par la justice, c'est loin de se cacher, et certains ont même continué à défendre activement leurs idées dans des groupuscules. En France, il y aura par exemple le mouvement Ordre Nouveau, un groupe de nostalgiques d'Hitler, principalement des anciens collabos et des anciens SS. D'ailleurs, si le nom vous dit quelque chose, c'est sûrement parce que les nazis d'Ordre Nouveau, en 1972, ils ont décidé de changer de nom. Ils en avaient trouvé un vachement mieux, je sais pas si vous connaissez, le Front National. Des nazis au Front National. Qui aurait pu prédire ? En Allemagne, ça a été grosso modo la même chose. Après la guerre, les types qui avaient fait des horreurs nazies, ils ont fait le canard 2-3 ans, et très vite, quand ils ont vu qu'on les cherchait pas, ils ont recommencé à tendre le bras et à agresser des gens comme si de rien n'était. C'est comme ça que va apparaître par exemple en 1950 la Fédération de la jeunesse allemande, un groupuscule composé d'anciens de la SS et de la Wehrmacht qui préparera pendant 2 ans l'assassinat d'une quarantaine de personnes, principalement des politiciens de gauche. Ah ouais, c'est direct, y a pas d'échauffement, ça fait 2 minutes qu'ils se sont retrouvés et déjà ça planifie des meurtres. À croire que les nazis, ça serait quand même pas des gens très très sympas. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Alors heureusement, eux, ils ont été arrêtés avant de passer à l'acte. Mais ça n'a pas été le cas de Joseph Bachmann, un militant d'extrême droite qui tirera 3 balles sur un politicien de gauche qu'il blessera grièvement. Et ça, c'est très très important pour notre histoire. Parce que, selon l'historienne Valérie Dublaf, ça montre que ces mouvements néo-nazis et d'extrême droite, à cette époque, ils n'ont au final qu'une seule cible en tête, la gauche. En gros, on est pendant la guerre froide et les groupes néo-nazis, leur obsession, c'est qu'ils sont, mais alors persuadés que les communistes vont envahir l'Europe. Et donc, avec leurs attentats, ils veulent, soi-disant, combattre le communisme. Meurs, pourriture communiste. Alors, ils ont une définition très personnelle du communisme, parce que les gens qu'ils essayent de tuer, c'est globalement tout le temps des gens qui ont rien à voir avec le parti communiste. C'est des démocrates, des écolos, des journalistes, des syndicalistes, des juges, des avocats. En gros, à la fin, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et absolument personne qui ait vraiment le moindre lien avec le communisme. Ça n'a rien à voir. Attention, pas que ça aurait été ok de faire des attentats s'ils avaient vraiment ciblé des communistes, mais c'est juste pour souligner l'hypocrisie absolue de leur discours. Ces types, c'est juste des terroristes qui tuent aveuglément tout ce qui n'est pas assez nazi pour eux. D'ailleurs, leur plus grand coup d'éclat sera d'assassiner 13 personnes et d'en blesser 211 autres à la fête de la bière en 1980. On cherche encore le lien entre se pinter à la bière en mangeant de la choucroute et le communisme. Sur la partie saucisse, il y a quand même Fabien Roussel, mais il a quand même plus grand chose à voir avec le communisme. Donc, en résumé, c'est des gros connards de nazis. Mais ces gros connards de nazis, dans les années 70, ils vont progressivement commencer à s'intéresser de moins en moins au communisme et à se trouver une toute nouvelle obsession, les étrangers. Et ça leur est pas venu tout seul. Bah oui, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, avec la crise économique à partir de 1973, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest, il commence à faire la guerre à l'immigration. Et ça s'accompagne d'une énorme campagne médiatique et politique qui accuse en gros les immigrés d'être responsables de tous les maux. Tous les jours, dans tous les médias, la télé, la radio, les journaux, on accuse les immigrés d'être les grands responsables de la crise, pourtant clairement provoquée par les marchés financiers et pétroliers. Tous les jours, on montre les immigrés du doigt et on dit « c'est eux le problème ». Ça s'appelle un contre-feu raciste et xénophobe. Et oui, vous êtes un politicien qui merde, pas de problème, dites que c'est la faute des étrangers.
Et malheureusement, le racisme, politiquement, ça fonctionne. En 1982, le chancelier Helmut Kohl, il est élu sur un programme fondé sur le ressentiment anti-immigré et anti-musulman. Attention, Helmut Kohl, il n'est pas d'extrême droite, c'est juste un politicien de droite, tout à fait ordinaire, mais qui surfe sur le racisme pour se faire élire. Bon, spoiler, en vrai, le type, c'est un énorme racelard. Des archives révélées en 2013 par le journal Der Spiegel montrent qu'au moment de son élection, il prévoyait tout simplement, je cite, de réduire le nombre de Turcs de 50% en Allemagne. Pas du tout flippant comme programme secret pour un politicien allemand. Pas du tout. Alors, grâce à l'incroyable succès du plan kebab, Helmut Kohl, il n'arrivera pas du tout à mettre en place son horrible plan machiavélique et les immigrés turcs qui pourront rester. Mais par contre, les discours que lui et les autres politiciens de droite tiendront à cette époque, ils vont quand même avoir un effet très net. Il va y avoir dans toute la population allemande une explosion du racisme et des discriminations anti-immigrés. Bah oui, si on répète toute la journée des mythos comme quoi toutes les misères du monde c'est de la faute aux étrangers, on peut pas non plus s'étonner après d'avoir une montée du racisme. En gros, dire de la merde, ça a des conséquences. Et c'est très important ça. N'oubliez jamais que les idées racistes, elles montent jamais toutes seules. Elles ont besoin pour exister d'avoir des porte-voix. Et ces porte-voix, c'est parfois des petits politiciens arrivistes ou des médias trop complaisants. Pas forcément ceux qu'on trouverait radicaux au début, mais qui commencent à jouer avec la haine de l'autre et qui finissent par porter le racisme et les discriminations bien plus efficacement que les pires groupuscules. Macron. Tu veux de l'eau ? Oh non, ça va. Et du coup, dans les années 80, les violences de l'extrême droite et des groupes néo-nazis, elles changent, mais alors complètement de cible. D'un coup, le communisme, ils s'en foutent. Ils ont tué des gens pour ça, mais là, ça les intéresse plus. Ils ont une nouvelle obsession, les immigrés. Et la plus grosse communauté étrangère en Allemagne, elle est turque. Et depuis 10 ans, elle règne sur le marché florissant des kebabs. Partie 4, les nazis et les grosses saucisses. Bockwurst statt Döner. Ce que je viens de dire avec un accent allemand discutable, ça signifie des saucisses, pas des kebabs. Et ce sera l'un des cris de ralliement de l'extrême droite allemande. Décidément, ils aiment beaucoup les saucisses. Les grosses saucisses. Wurst. En fait, tout au long des années 80, le racisme et la xénophobie vont grossir en Allemagne jusqu'à devenir un énorme problème national. C'est que, en plus des groupuscules néo-nazis de l'après-guerre, il faut maintenant compter avec un nouveau mouvement, les skinheads d'extrême droite. Alors les skinheads, c'est toujours des nazis, mais ils sont plutôt jeunes et ils s'organisent plus en cellules terroristes mais en gangs qui multiplient les attaques impulsives. En gros, en Allemagne à cette époque, on a d'un côté des cellules terroristes qui planifient des attentats sur le long terme et de l'autre des bandes incontrôlables qui tabassent au hasard. C'est un carnage. En 1985, Ramzan Afshi, un jeune immigré turc de 26 ans, se fait tabasser à mort par 30 skinheads à coups de bâton et de manches de hache alors qu'il attend tout simplement son bus. 6 mois plus tard à Hambourg, c'est Mehmet Kayamchi, un autre immigré turc lui aussi âgé de 26 ans, qui est assassiné par 3 skinheads. Ils vont lui fracasser le crâne avec un bloc de béton. Des meurtres horribles et très clairement racistes. Dans le premier cas, de nombreux témoins expliqueront avoir entendu les skinheads hurler « sale turc » en attaquant Ramzan Afshi. Et dans le second cas, l'un des meurtriers expliquera tout simplement à la police, je cite, « Nous voulions en finir avec le turc ». Pourtant, ces meurtres racistes ne sont pas du tout traités comme tels par les médias et la justice. Non, on parle de disputes, de bagarres de rue entre jeunes, comme si les victimes étaient un peu responsables de ce qui leur était arrivé. Et surtout, pas un mot dans les médias sur le racisme et l'aspect politique de cette violence. Je sais pas si vous réalisez, on a des skins néo-nazis couverts de croix gammées et de symboles SS qui tuent des gens au hasard dans la rue en criant « sale turc » et personne ne veut voir l'aspect politique et raciste de ce qui se passe. Ouais, peut-être qu'ils ont pas reconnu les nazis, peut-être qu'ils ont cru que c'était un rassemblement de chauves ou de fans de Charlie Chaplin. Ouais, bien sûr, peut-être qu'ils ont pris les croix gammées pour des svastikas et qu'ils ont cru que c'était tous des bouddhistes. Non, en réalité, dans ces années-là, on est sous le fameux gouvernement du chancelier Helmut Kohl dont on vous parlait tout à l'heure. Vous savez, le type qui voulait réduire le nombre de Turcs de 50%. Autant dire que c'est pas lui qui va s'indigner du racisme. Mais en fait, même dans la population, la propagande raciste que les politiciens utilisent depuis bientôt 15 ans pour ne pas assumer leurs erreurs, cette propagande raciste, elle a fini par faire son œuvre. Et plein de gens ne voient pas du tout l'action des skinheads comme un truc problématique. Ça va exploser aux yeux du monde après la chute du mur, lors de ce qui sera appelé le pogrom de Rostock-Lichtenhagen. On est en août 1992 et des centaines de néo-nazis vont attaquer de manière coordonnée des bâtiments où résident des immigrés. Ils sont armés de battes de baseball, de marteaux et de cocktails Molotov, et ils finissent carrément par incendier un immeuble résidentiel en hurlant « Les étrangers dehors ».
Mais ce qui choquera le plus, ce seront les images filmées par la télévision allemande, des images qui montreront des passants se rassembler jusqu'à former une foule de plus de 3000 spectateurs. Une foule qui applaudit et encourage les nazis. Et ouais, le climat xénophobe est si fort en Allemagne à ce moment-là que la population prend en fait le parti des racistes qui essaient de tuer des familles innocentes. D'ailleurs, côté médias et politique, c'est comme d'habitude, on refuse de nommer la bête immonde et de dire qu'il s'agit de violences xénophobes. Les membres du CDU, le parti au pouvoir du chancelier Helmut Kohl, ne parlent pas des saluts nazis, ni des chants racistes qui ont été filmés. Ils vont même jusqu'à prétendre qu'il est impossible de savoir quel camp politique est à l'origine de ces violences. Le chef du CDU au Parlement déclara même « Il n'est plus pertinent dans ce cas précis de faire une distinction entre la droite et la gauche, et le gouvernement ne reconnaîtra aucun statut aux victimes dont la plupart seront même expulsés après l'incident. » Ouais, des saluts nazis, des croix gammées, des types au crâne rasé qui crient « dehors les immigrés ». Ouais, non, les indices étaient pas assez clairs, même le meilleur policier d'Allemagne, l'inspecteur Derrick, aurait pas su dire d'où venait la menace. Ouais, après l'inspecteur Derrick, c'était un ancien Waffen-SS, donc c'est peut-être pas lui qui allait accuser ses copains. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois que quelqu'un nous en veut. Côté justice, ce sera aussi un fiasco. Seules 3 personnes sur les 370 interpellées seront condamnées à de la prison ferme après des années d'une procédure extraordinairement lente. Et alors qu'ils étaient jugés pour incendie criminel et tentative de meurtre, la plus longue peine prononcée sera finalement de 18 mois de prison. 18 mois pour incendie et tentative de meurtre, à ce stade, c'est clairement du foutage de gueule. En fait, y a aucune autre manière de le dire. À ce moment-là, l'opinion publique allemande et les institutions juridiques et politiques allemandes, elles sont factuellement alignées avec l'extrême droite, au point d'en nier totalement la violence. Et évidemment, cette complaisance globale à l'égard des violences racistes, elle va avoir un effet très net, très prévisible. Il va se mettre à y en avoir de plus en plus. Bah oui, toute la journée on répète des discours racistes aux gens dans les grands médias, toute la journée les politiciens des grands partis tiennent des discours racistes, et quand ce racisme produit de la violence, tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Évidemment que c'est une catastrophe. L'historienne Valérie Dublaff explique qu'à ce moment-là, la violence raciste en Allemagne prend, je cite, un caractère endémique, quotidien, voire ordinaire. Et les kebabs, ils se retrouvent au centre de ça. Ils deviennent la première cible des skinheads néo-nazis. Vous vous rappelez du slogan « des saucisses, pas des kebabs » ? En fait, dans ces années-là, les kebabs deviennent le symbole suprême de tout ce que l'extrême droite déteste. Un kebab dans une rue, c'est à la fois la preuve visible d'une immigration qui s'intègre, d'une immigration qui réussit, mais en plus d'une immigration qui n'a pas l'intention de partir et qui ne s'excuse pas d'exister. Ça, les fachos, ça leur fait péter un câble. Du coup, des kebabs sont constamment ciblés par l'extrême droite. Leurs vitrines sont brisées, à coups de parpaing ou taguées avec des croix gammées. Partout à travers l'Allemagne, des kebabs sont incendiés. L'association Opfer Perspective a comptabilisé les attaques racistes survenues contre des kebabs entre 2000 et 2004. Sur juste 4 ans, elle décompte 25 incendies criminels, 7 destructions de kebabs commis hors incendie et 14 agressions physiques violentes contre des personnes travaillant dans un kebab. Et ça compte pas les meurtres, parce qu'à peu près à la même époque surviennent les attentats d'un groupe terroriste appelé le NSU, une cellule néo-nazie qui pose des bombes et assassine des membres de la communauté turque. En 6 ans, 9 hommes perdent la vie, tous immigrés, tous tués dans une boutique qui leur appartient. 8 d'entre eux sont de la communauté turque et 2 sont des propriétaires de kebabs tués dans leur restaurant. La presse fait le lien de ces affaires et les surnomme de manière caricaturale et raciste les donneurs mordeux, les meurtres kebabs. Alors là, on va faire un petit jeu. Imaginez, vous êtes un policier allemand, vous vous appelez Stéphane. Depuis un certain temps, des immigrés turcs sont tués dans votre pays. Toujours de la même manière, en plein jour, par balle, dans leur commerce, sans que rien ne soit volé. Il se trouve que dans votre pays, il y a des mouvements xénophobes néo-nazis qui brûlent régulièrement des commerces qui appartiennent aux membres de la communauté turque. Et que des membres de la communauté turque sont constamment attaqués et tabassés par ces néo-nazis. Combien de temps vous pensez que vous allez mettre à faire le lien entre ces meurtres et les nazis ? Si vous avez répondu 11 ans, félicitations, vous êtes fait pour la Polizei, parce que c'est exactement le temps qu'il a fallu aux enquêteurs pour se dire que peut-être que ces meurtres avaient un truc à voir avec l'extrême droite. 11 ans, pas une fois ils sont allés dans cette direction, pas une. En fait, tous les efforts de l'enquête ont été concentrés pour prouver que ces meurtres étaient liés à la mafia turque. Pour chaque meurtre, la police a accusé, sans aucune preuve, les victimes d'être liées au crime organisé et a refusé d'imaginer une autre possibilité. Pour les policiers, les immigrés turcs, c'était pas des victimes.
c'était forcément des coupables qui avaient les mains sales. Dites-vous que pour prouver leur théorie, ils ont quand même perquisitionné 900 magasins turcs. Ils ont essayé de relier toutes les victimes entre elles alors qu'elles se connaissaient pas du tout et qu'ils ont même ouvert un faux kebab. Oui, ils ont ouvert un faux kebab à Nuremberg. Un faux kebab dans lequel des policiers ont travaillé et ont servi des vrais kebabs pendant 6 mois. Du coup, est-ce qu'on peut dire que des poulets ont servi des kebabs ? En tout cas, c'est vraiment fou. Officiellement, le but de l'opération, c'était de piéger le fameux réseau mafieux qui rackettait soi-disant les commerçants turcs et qui était à l'origine des meurtres. Un réseau sur lequel la police enquêtait depuis 6 ans sans jamais rien trouver. Et pour une bonne raison, cette mafia, elle n'existait pas. En fait, c'était un fantasme des policiers. Et pendant qu'ils cherchaient un fantôme, tous les mois, il y avait un kebab caillassé, incendié, un propriétaire de kebab tabassé ou insulté par l'extrême droite. Et ils ont jamais fait le lien entre ce qu'ils appelaient dans leur rapport des meurtres kebabs et les violences contre les kebabs. Cette histoire, elle est incroyable parce qu'elle montre qu'un climat politique et médiatique xénophobe, ça fait pas que créer de la violence. Ça en protège aussi les auteurs. Si depuis les années 80, les politiciens et les médias avaient nommé le terrorisme d'extrême droite, si depuis les années 80, le racisme et la xénophobie avaient été dénoncés au lieu d'être encouragés, les policiers, ils auraient été capables de voir l'évidence qu'ils avaient sous le nez. Les morts, c'était les victimes. Et les méchants, c'était les nazis. Sauf qu'au lieu de chercher des nazis, ils ont plutôt poursuivi une chimère fondée sur des stéréotypes racistes. Parce que oui, si les policiers ils voulaient absolument prouver que ces meurtres avaient tout à voir avec une pseudo-mafia turque, c'est parce que depuis des décennies, le discours médiatique et politique allemand y jouait avec l'idée que les immigrés turcs étaient soi-disant toujours liés à la délinquance et à des groupes criminels. D'ailleurs, pendant les décennies qu'a duré l'affaire du NSU, les médias n'ont jamais remis en question la version de la police. Et ils ont même surfé sur ces meurtres pour montrer du doigt une communauté immigrée soi-disant violente et forcément criminelle. C'est horrible. Non seulement des néo-nazis tuaient des immigrés, non seulement la police salissait le nom des victimes et harcelait leur communauté, non seulement personne ne cherchait les coupables, mais en plus, les meurtres étaient instrumentalisés pour stigmatiser les immigrés, donc les victimes. Ce qui crée automatiquement plus de racisme à leur encontre. En gros, ils ont utilisé des meurtres racistes pour être encore plus racistes. Bon voilà, les terroristes nazis du NSU, ils ont fini par être appréhendés après un braquage en 2011. Et avant leur arrestation, ils ont réussi à diffuser une cassette dans laquelle ils revendiquaient les meurtres. Dans la réalité, il n'y avait pas du tout de mafia turque, mais 2 hommes et une femme, tous issus de la scène skinhead néo-nazie, et tous acquis aux idées de l'extrême droite. Évidemment, tout le monde se demande encore aujourd'hui combien de meurtres auraient pu être évités si le racisme n'avait pas dirigé l'enquête. Conclusion ! Voilà. Hélas, aujourd'hui, on en est plus ou moins encore là. Régulièrement, en Allemagne, des kebabs sont ciblés par des terroristes, comme en 2019, où un terroriste d'extrême droite a lancé une grenade sur un kebab à Halle-sur-Saale et a tué l'un des clients d'une balle dans la tête. Alors heureusement, depuis les années 80, les discours médiatiques et politiques, ils ont quand même un petit peu changé. Désormais, oui, on s'indigne de cette violence raciste et on se demande même, mais d'où est-ce qu'elle peut bien venir ? Un mystère, vraiment. Il faut dire qu'en 2019, c'est un député du CDU, le parti conservateur chrétien de Helmut Kohl, qui a été abattu par l'extrême droite devant son domicile. Ironie du sort, l'auteur du meurtre était dans sa jeunesse l'un de ces skins nazis qui attaquaient des logements de migrants. Exactement le genre de type atroce dont les membres du parti conservateur refusaient, mais alors obstinément à l'époque, de voir le racisme, et dont ils disaient qu'on ne savait pas vraiment s'ils étaient de droite ou de gauche. Il y a vraiment une leçon à tirer de cette histoire. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Europe, on voit globalement une banalisation des discours racistes et xénophobes bien au-delà de l'extrême droite. Des politiciens de droite, du centre, de gauche même parfois, jouent avec la xénophobie, l'islamophobie et globalement la peur de l'autre. Ce que l'histoire du kebab nous apprend, c'est que ça a toujours des conséquences très graves. Déjà, ça normalise l'extrême droite et donc ça la fait monter politiquement. Par exemple, en 2024, l'AfD, un parti d'extrême droite, a obtenu une victoire politique en Allemagne pour la première fois depuis 1945. Mais en plus, cette banalisation du racisme, à chaque fois, est partout. Elle tue des gens. Le racisme tue. Et le politicien, soi-disant modéré, qui montre l'immigration du doigt pour gagner sa petite élection, à la fin, quand un terroriste d'extrême droite tue quelqu'un au principe des idées qu'il a défendues, en fait, il a autant de sang sur les mains que l'extrême droite elle-même.
Bon, pour finir sur une note un peu moins badante, dites-vous que malgré tout ça, le kebab n'a jamais cédé face à la violence. Aujourd'hui, on trouve des milliers de kebabs à travers toute l'Allemagne et dans le monde entier. Et oui, le kebab n'a jamais faibli et c'est tout simplement devenu l'un des plats de street food les plus populaires d'Europe. Un symbole de la victoire du multiculturalisme et de la résistance au racisme ordinaire. Alors, la prochaine fois que vous avez la dalle et que vous foncez au kebab du coin, rappelez-vous déjà que vous êtes dans un haut lieu d'histoire, le lieu d'un grand combat ordinaire. Oui, rappelez-vous que tant qu'il y aura un kebab, l'extrême droite, elle aura perdu. J'ai faim. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode des Pieds dans le plat. Cet épisode, il existe uniquement grâce à vos dons, on ne fait aucune publicité. Donc si ça vous a plu, il y a un lien vers Ulule en description. Merci beaucoup à tous nos donateurs et à toutes nos donatrices. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Putain. Des nazis au Front National. Putain. Là, tu fais purée. Purée. Des nazis au Front National. Ok, l'idée de la patate cigarette, peut-être c'est facile.